Alors pour moi, l'anthropologie, c'est presque la maman des sciences humaines, même si elle est arrivée après un ensemble de sciences humaines. C'est la science mère en fait qui va regrouper la sociologie, la psychologie, l'archéologie, les sciences de l'éducation, la démographie, la géographie, etc. etc. Et en plus, tu as une notion d'échelle, c'est plutôt l'histoire de l'humanité. Donc en fait, quand tu dis que tu es anthropologue ou que tu fais de l'anthropologie, c'est pas du tout humble, parce que tu pars vraiment depuis le début de l'histoire de l'homme jusqu'à aujourd'hui, et avec tous ces filtres que je n'ai nommés avant. Quand j'étais petite, je m'inventais des mondes, j'étais vraiment dans mon imaginaire et je jouais beaucoup avec la terre. Je grattais, il y avait forcément des trésors dans la terre à découvrir. Je créais beaucoup de choses. Ouais, j'étais vraiment dans mon monde. Trouver le trésor, tu vois, c'était un truc de la folie. Et puis quand je disais trésor, c'était pas forcément un trésor monétaire, c'était vraiment la richesse d'une jolie pierre. Voilà. Et d'ailleurs, ma raison d'être aujourd'hui, je peux la nommer clairement, c'est défricher l'invisible et révéler le trésor. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai en filigrane depuis toute petite. Cette idée d'aller sur les sentiers non battus, tu vois, vraiment avec ma machette, là, en mode je découvre les chemins. Et ça, c'est valable autant pour des espaces, des lieux, que pour des personnes ou des organisations. Aller défricher l'invisible d'une organisation et en révéler le trésor pour que les personnes se révèlent à elles-mêmes. Il y a vraiment une histoire de conscience aussi là-dedans. Ouais, moi je suis arrivée en fait par deux petits côtés. Un côté sciences de l'éducation, où je travaillais sur la notion de genre, comment les rôles sociaux hommes-femmes se sont mis en place depuis la préhistoire. Et puis par l'archéologie, puisque j'ai travaillé pendant 17 ans en fait, sur des chantiers de fouilles avec une équipe voilà, néolithique en Vendée. En fait, petite, en CM2, je voulais être archéologue. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient depuis longtemps. La vie a fait que je ne suis pas allée vers des études d'archéologie, je suis plus allée sur les sciences de l'éducation. Et en fait, j'y suis revenue après par des concours de circonstances de la vie, des rencontres, et donc voilà. Donc ça, je suis arrivée comme ça à l'anthropologie. Mais véritablement, encore aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est anthropologue quand on a 18 ou 20 ans. C'est vraiment comme une appréhension en fait, des différentes matières, des matériaux. C'est expérimenter presque même dans son corps en fait, certaines choses de la vie pour arriver en fait, à une vision globale et systémique en fait, des choses. Quand aujourd'hui, j'arrive quelque part, tout de suite, en fait, je vois le côté méta, comme on dit, c'est-à-dire comme si je faisais une sortie de corps, je sors de mon corps et je vois tous les éléments qui sont en lien, qu'ils soient politiques, historiques, territoriaux, humains, nature, vivants, etc. Donc en fait, là tu vois, il y a un lien vraiment direct avec le néolithique. Au néolithique, en fait, on met en place les organisations pyramidales, en fait, l'organisation en chefferie, avec donc un chef à la tête et des sous-chefs, etc., ou des responsables. Et en fait, cette organisation pyramidale, on ne l'a jamais quittée depuis le néolithique. Ça fait 7000 ans, grosso modo, en fait, qu'on est sur ce mode de fonctionnement au niveau organisationnel. Et finalement, avec ce qu'on est en train de vivre depuis à peu près 20-25 ans, on est en train de quitter ce mode organisationnel. Donc là, en fait, on sait quelle rive on quitte et on ne sait pas quelle rive on va avoir derrière. C'est très perturbant dans ce qu'on est en train de vivre. Néanmoins, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est dire la transversalité, faire des liens avec les choses, voir les choses sous forme de système. On va prendre l'exemple de l'engrenage, en fait. Les engrenages sont on est interdépendants les uns des autres et on parle d'humains, mais on parle aussi, là encore, de territoires, de choses, d'événements, d'accidents, d'organisations. En fait, il y a vraiment plein de choses qui viennent se mettre en place sur cette cartographie des rouages. Et si on a... Enfin, moi, j'invite vraiment les gens à faire une lecture, du coup, plus systémique, plus transversale des systèmes, plutôt que de les regarder en pyramidal et en silo, parce que pour le coup, on peut vivre les uns à côté des autres sans être les uns avec les autres. Et ça, on passerait vraiment à côté de quelque chose. Et je pense,
qu'avec ce qu'on vit, aujourd'hui, c'est même presque une obligation en fait, d'aller vers l'autre. Et là, je ne parle pas de communautarisme ou de... Enfin, voilà. C'est vraiment aller se nourrir de ce que l'autre est capable de nous apporter et apporter aussi des choses. C'est vraiment des échanges, des flux permanents. Je parle souvent de pulsation en fait. Tout le vivant en fait pulse. On pulse tous en fait à un rythme qui est différent. La pierre pulse, les arbres pulsent. Nous, on pulse. Un petit lapin va pulser un petit peu plus vite, etc. Et en fait, tout ça caractérise le vivant. C'est juste trouver les ajustements pour pulser ensemble, en fait, dans la matière, ici, présentement. En fait, si tu veux, on ne va pas parler de Vendée, puisque pour le coup, en termes de territoire, t'imagines bien qu'à la préhistoire, il n'y avait pas la Vendée, les Pays de la Loire ou autre. On parle de côte atlantique ou de façade atlantique. Et en fait, on a une préhistoire qui est très très présente, un habitat présent depuis le néolithique, à peu près 5000 ans avant notre ère, ici sur notre territoire, sous nos pieds en fait. Voilà, donc ça c'est déjà les premiers taxons, les premiers éléments de l'histoire qui existent en Vendée, même si on a du paléo, hein, on a une présence paléolithique. Et puis après, évidemment, il y a eu tout un cheminement d'histoire en Vendée. Et on fait des liens avec le fameux miracle vendéen, tu vois, la spécificité vendéenne, l'économie, la solidarité. On a vraiment, avec les marches de Bretagne, en fait, il s'est vraiment passé quelque chose de très, très étonnant et identitaire à cet endroit-là, où au haut Moyen-Âge, en fait, c'était vraiment une zone barbare, zone de guerre. Et du coup, il a été proposé à certaines personnes de venir s'y installer. Donc ça correspond un peu à les marches de Bretagne sur les bords de Sèvres. On a aussi du côté de la Garnache, côté littoral. Là. Et en fait, ces marches de Bretagne sont devenues apaisées, sont devenues un haut lieu d'économie où s'est développée toute une économie des moulins, le sel qui remontait de l'Atlantique dans les terres. Et en fait, au moment des guerres de Vendée, quand la République a voulu ôter les avantages qu'il y avait dans ces marches pour pouvoir exploiter, mettre en place, être créateur, avoir la liberté d'entreprendre, eh bien là, il y a eu une des causes de soulèvement en fait des Vendéens, en tous les cas du Poitou à l'époque, sur cette histoire-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très prégnant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du cœur et identitaire, en fait, c'est presque dans nos racines, tu vois, comme un ADN engrammé en fait en nous, sur « Ah, mais en Vendée, mais qu'est-ce qui se passe de spécifique? C'est quoi le miracle vendéen ?» C'est une des explications possibles. Après, au niveau géologique, en fait, on a une spécificité, c'est qu'on a deux plaques géologiques qui se rencontrent en Vendée. On a le bassin armoricain et le bassin aquitain. On a donc un sous-sol géologique granitique sur le nord de la Vendée et un sous-sol géologique calcaire sur le sud de la Vendée. La rencontre de ces deux plaques sur le littoral, notamment, c'est Jars-sur-Mer, à Plage de la Mine. Oui, il y a une richesse de territoire de par l'océan, de par le bocage, de par, tu vois. Au niveau archéo du paysage, on avait vraiment un espace qui était extrêmement riche au niveau visuel, quoi. Si tu veux, quand on parle d'anthropologie, on va aller poser un regard sur les systèmes, c'est-à-dire des points, des éléments en fait qui mettent en place un ensemble du système, un écosystème où tout est interdépendant. La Sèvre, on a déjà une géologie qui est granitique, ça confère un paysage qui est assez particulier. Le fait que pendant les marches de Bretagne, effectivement, il y a eu une installation d'une économie, on a eu les moulins, on a les chaussées qui sont venus. Et en fait, on voit quand on superpose les filtres de regard, qu'ils soient géologiques, historiques, humains, économiques, ben là, on a vraiment une identité propre qui n'existe nulle part ailleurs, en fait. C'est vraiment la connexion entre l'humain, le territoire, qui fait qu'on a cette identité, cette singularité à cet endroit-là. Alors, je dirais que l'anthropologie, aujourd'hui, très concrètement, permet de faire le petit pas de côté, le petit pas élégant, en fait, qui te décentre peut-être d'une problématique ou d'un sujet et qui te permet de le regarder autrement, que ce soit au-dessus. Alors, quand je dis dessus-dessous, il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste dire on regarde une carte de territoire par-dessus, effectivement, on va mieux voir les choses. Donc, en fait, souvent, on m'appelle pour ce regard décalé, en fait, ce petit pas élégant à faire sur le côté, parce que jusqu'à présent, les moyens qu'on a mis en œuvre ne sont pas les bons pour réguler ou régler les problèmes. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi le côté éminemment humain, anthropologie, anthropos, l'homme. C'est pas tant remettre l'homme au centre au sens
égocentré ou anthropocentré, mais repenser l'humain dans ses usages, dans ce qu'il est, dans ses besoins et dans sa relation à l'autre. Quand on est face à une problématique, ne serait-ce que d'entente ou de mésentente sur un territoire pour des groupes humains X ou Y, aller travailler sur la posture individuelle, elle est essentielle tout en travaillant parallèlement sur le collectif. C'est vraiment, moi je prends souvent l'image de l'escalier à double évolution du château de Chambord, où en fait là on a, comme la chaîne ADN finalement, on a l'individu qui progresse dans le groupe et le groupe qui progresse parce que l'individu change de posture. Donc je pense qu'une des clés fondamentales aujourd'hui du changement de monde ou changement de paradigme qu'on vit, c'est vraiment ça en fait. C'est cette double évolution en parallèle, c'est pas occupons-nous d'abord de l'individu puis du groupe, c'est vraiment ensemble. La quête de sens, c'est une vraie question qui est de plus en plus prégnante dans notre société. Moi, de manière très concrète, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, ou je sens que mon chemin, il est ailleurs. Et à ce moment-là, comment on fait? Donc là, moi, je propose des outils, effectivement, soit d'accompagnement individuel ou de groupe, pour passer à une autre chose et aller connecter à ce sens et à sa raison d'être, à sa propre raison d'être. C'est Mark Twain disait, il y a deux moments importants dans la vie d'un homme avec un grand H. C'est le moment où tu nais, où tu arrives sur cette terre, et le moment où tu sais pourquoi tu es né. Et voilà, dans notre vie, on connecte à ce moment-là, savoir pourquoi est-ce qu'on est né, c'est quoi notre sens, c'est quoi le sens qu'on donne à notre vie. Mon cabinet s'appelle Entre deux, donc c'est la racine d'anthropologie, et j'ai rajouté le deux. Entre deux, à l'oreille, ça sonne comme entre deux mondes, entre deux états, entre deux étapes, entre deux situations. Et c'est vrai que ça parle de comment est-ce qu'on est accompagné dans cet entre-deux, parce que ça nécessite véritablement un accompagnement. Comment une organisation va ne plus fonctionner en silo, va s'ouvrir à quelque chose de plus transversal, ça demande un accompagnement. On a 7000 ans d'histoire et d'engrammage, si je puis dire, d'une habitude de fonctionnement en pyramide. Donc ça demande véritablement d'être accompagné, y compris individuellement. Là, moi, je me forme aux constellations systémiques, familiales et organisationnelles. Cet outil-là, il est hyper puissant, il fait parfaitement le lien entre le visible et l'invisible. Il y a à la fois du travail énergétique derrière, mais à la fois des choses très très pragmatiques avec un processus d'évolution. Et voilà, et moi j'aime beaucoup en fait appréhender des outils comme ça où on est vraiment dans la matière, on va capter nos racines, nos histoires, et en même temps on va être ouvert à ce sensible qu'on va percevoir qui va émerger. Et dire invisible, c'est pas dire ça n'existe pas, c'est juste que là, à l'instant T, on ne sait pas expliquer les choses. Et est-ce que les expliquer, ce serait finalement si utile que ça? Je sais pas, sentir c'est bien aussi des fois. Ça aussi, depuis toute petite, je sens, je fais des liens en fait. Quand je parle d'imaginaire, je l'ai nommé imaginaire pour pas dire autre chose, que parfois les termes peuvent déranger, l'invisible en plus c'est très tendance aujourd'hui. Mais c'est vraiment être connecté à tout ce qui est sensible, avoir une sensibilité qui est presque au-delà de ce qui paraît, quoi, tu vois, c'est vraiment aller sentir des choses, écouter son intuition, percevoir des choses qui nous parviennent et qui deviennent incarnées, je dirais, dans la matière, et de là faire des liens avec des choses peut-être plus scientifiques d'apparence, au sens sciences humaines ou sciences dures. L'écoute, c'est essentiel, c'est un vrai cadeau qu'on peut faire à l'autre quand on est en situation d'écoute. Ce passage, cet entre-deux qu'on est en train de vivre, qui est une vraie révolution, on parle de changement de civilisation, il est lié effectivement à cette posture individuelle qu'on peut avoir, à être en lien avec l'autre. Pour ça, si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux complètement rester en lien avec toi, c'est pas un problème. Juste, il faut que j'ai pu travailler sur moi, sur mon ego, et dire oui, on n'a pas le même avis, on n'est pas d'accord, peut-être l'enjeu derrière n'est pas le même, ok, je me déplace, je monte sur ta colline, je vais aller comprendre quel est ton point de vue, tu vas venir sur la mienne, tu vas comprendre quel est le mien, et vis-à-vis du problème qui est à côté ou de la situation qui est posée, on va voir comment ensemble on va pouvoir faire les choses. C'est vraiment faire la différence entre le fond et la forme, et quand on parle de capacité d'écoute et de travailler avec les autres, c'est ça, on travaille sur la forme. On peut ne pas être d'accord, et au contraire, c'est même bien parfois de ne pas être d'accord, ça crée de l'émulation et ça enrichit,
ça nourrit. Les outils d'innovation ouverte pour moi, alors ça paraît bizarre, on parle d'innovation ouverte et puis on parle de préhistoire, mais en même temps les outils d'innovation ouverte qui sont à notre service vraiment aujourd'hui sont des outils extrêmement puissants pour nous aider justement à passer à autre chose. C'est pas qu'une tendance ou un phénomène de mode, pour moi ce sont des outils pérennes et on peut nommer par exemple le Living Lab qui est le laboratoire vivant. C'est un laboratoire de recherche qui peut être mis en place assez rapidement. C'est une communauté variée qui compose ce laboratoire de recherche. Tu vas avoir en fait une hybridation des parcours, des personnes, des connaissances et tout le monde va travailler en fait à un sujet en laboratoire véritablement. Ça va jusqu'à co-créer, co-explorer, prototyper des choses, des services ou des produits. Et après, il y a une forte valeur d'usage en fait. Quand le service ou le produit sort du labo, tu n'as plus besoin de mettre le marketing dessus parce que l'usager a fait partie de la recherche. Il a porté son besoin et a fait partie des séquences de recherche avec les autres personnes. Donc en fait, ce sont des outils qui sont pleins de bon sens et très puissants. Et c'est parce que c'est plein de bon sens que ça connecte aussi avec des choses essentielles que les peuples racines pratiquent ou avaient, puisqu'il y a des peuples qui ont disparu, on a quand même des traces de certaines pratiques. Et il y a des peuples évidemment qu'on appelle racines qui existent encore aujourd'hui, et comme par exemple les Amérindiens au Québec qui vont pratiquer les cercles de parole, le cercle de médecine, sont des choses hyper inspirantes en fait pour l'entreprise ou les organisations humaines aujourd'hui, les collectivités territoriales. C'est vrai que ça reste assez intimiste, pour l'instant c'est pas à grande échelle, mais on a des ateliers notamment qui existent en Vendée autour d'écoquartiers où les habitants en fait sont mis dans la boucle dès le départ et donc du coup il y a une appropriation qui est à 150% parce que du coup quand tu portes en fait le projet depuis la petite graine, t'as juste pas envie que ça tombe à l'eau. Donc en fait, c'est génial. Dès que tu es mis dans la boucle au plus tôt, là, il y a une appropriation qui est énorme. Et sur tous les sujets. Hein. On peut imaginer habiter les communes demain, habiter un territoire rural ou au contraire, comment est-ce qu'on vit dans la ville. Et tout ça, on peut mettre les gens dans la boucle très tôt. Ces outils d'innovation ouverte, ils sont là pour ça. Moi, j'expérimente ça. On vit une période qui est absolument formidable en termes de créativité. Parce que justement, on arrive au bout d'un système, d'une organisation, tout est possible. Dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que l'homme a été, allez, on va le dire comme ça, au bord du précipice, même si je suis toujours très positive moi, mais voilà, au bord de quelque chose pour passer à autre chose, c'est là qu'on a été les plus créatifs. La contrainte crée vraiment la créativité. Je suis très confiante en l'avenir qui se dessine. Et ce qui me met en joie, c'est de voir justement ces changements de posture, de voir toutes ces nouvelles initiatives qui naissent partout, dans tous les domaines. Là, pour le coup, en termes de systémie, c'est juste énorme, quoi. Et je pense vraiment que ce qu'on va regarder va se développer. Et je crois vraiment à cette capacité de l'humain à s'approprier les choses et oui, à agir, quoi. Ce changement de paradigme ou de monde qu'on nomme, on peut entrer dans la matière pour nommer des choses qui sont mesurables en termes de changement. Et puis aussi, on peut aller regarder des choses plus sensibles qui sont effectivement cette évolution humaine, de connexion qu'on a à des perceptions. En fait, la perception, c'est quelque chose qui est très délicat, presque émotionnel. Et on a une capacité à agir aujourd'hui pour accélérer ça, ne serait-ce qu'avoir des expériences de méditation, d'empathie, des exercices d'empathie véritablement à l'école par exemple. Ça va permettre d'ouvrir en fait nos consciences à autre chose. On a vécu en fait longtemps en fait sous le centrisme religieux. En tous les cas, on avait un prisme religieux qui était très très fort, dont on s'est libéré avec le siècle des Lumières. Et donc du coup, on est passé d'un centrisme religieux finalement à un centrisme humain, un anthropocentrisme, où finalement tout ce que l'homme, comme je te le disais tout à l'heure, tout ce qu'on est capable de penser, on est capable de l'inventer. Et avec l'avènement des sciences à ce moment-là, le siècle des Lumières, eh bien on pouvait tout expliquer, tout mesurer, tout voir, tout dessiner et tout écrire dans les livres. Et là, je pense qu'on a
On a eu un moment qui nous a empêché peut-être d'accélérer, d'aller plus vite, mais c'était un passage. On avait besoin de passer par ça pour aujourd'hui se libérer de ça. C'est-à-dire l'homme n'est pas tout puissant. L'homme, il fait partie d'un écosystème vivant. Il en est un élément, mais il n'est absolument pas tout puissant. Et aller vers cette conscience-là, c'est accélérer les transitions et les changements qu'on est en train de vivre. Imaginer un changement de monde, allez, on va le dire comme ça, ou de civilisation à l'échelle d'une nation ou de plusieurs nations, ça me semble impossible. C'est-à-dire que vraiment, c'est les singularités, ce sont les singularités territoriales, de là où j'habite, de là où je suis en lien avec quelqu'un, qui font naître en fait des projets et des initiatives. On le voit là aujourd'hui, s'il faut parler de la Vendée ou en tous les cas de cet espace territorial, on voit bien que c'est parce que on est ancré sur une terre avec une géographie, une géologie particulière, qu'il y a des projets qui émergent. Ça naît de besoin, tout simplement. Un peu comme si on était inspiré par le lieu dans lequel on vit. Le beau, ça apporte de la douceur. Le beau, c'est pas agressif. Alors, le beau, on peut toujours dire, voilà, le beau, c'est très subjectif. Ton beau à toi, c'est pas mon beau à moi, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on est connecté à quelque chose que l'on trouve beau, là aussi, on revient au sensible et à l'émotionnel. Et tout peut se passer dans cet espace-temps-là. Quand tu es ému de quelque chose que tu trouves beau, là, il y a quelque chose qui peut justement s'engrammer et se mettre en place en toi pour beaucoup de temps. L'overview effect, c'est cette sensation, cet effet que les astronautes en fait ressentent quand ils sont en orbite et qu'ils regardent la Terre, cette planète bleue qui flotte dans l'espace. Et là, tout d'un coup, ce truc vivant absolument énorme sur lequel on vit, c'est juste génial. Et donc là, tu as tout d'un coup une sorte de choc émotionnel, comme une prise de conscience qui t'emmène hyper loin. Et là, tu prends conscience que tu fais partie du vivant. Et moi, je pense qu'on devrait tous avoir cette chance qui doit nous être offerte de vivre un overview effect au moins une fois dans notre vie.